Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Provence pour cette nouvelle grande interview. Nous recevons aujourd'hui Martine Vassal. Bonjour Martine Vassal. Bonjour François Tonneau. Alors Martine Vassal, vous êtes née à Marseille il y a à peu près 58 ans. Je crois savoir que c'est bientôt votre anniversaire. Vous avez fait vos études à Marseille au lycée Montgrand et puis à l'école supérieure de commerce. En 1987, après un détour par les États-Unis et le Japon, vous êtes entrée dans l'entreprise familiale de textile. Et puis la politique vous a happé. C'est Jean-Claude Gaudin qui vous a pris sous son aile à l'époque des municipales 2001. Vous avez occupé sous Jean-Claude Gaudin plusieurs postes d'adjointe. Et puis en 2015, consécration personnelle, puisque vous remportez les départementales, les élections départementales face à la liste qui était dirigée par Jean-Noël Guérini à l'époque. Votre majorité, alors UMP, aujourd'hui les Républicains, est toujours à la tête. Vous nous direz si vous êtes candidate à votre propre succession au mois de juin prochain. Vous avez également en 2018 succédé à Jean-Claude Gaudin, toujours lui cette fois à la métropole ex-Marseille. Vous avez été réélu à la tête de cette institution au mois de septembre dernier. C'était juste après un épisode un peu plus douloureux, celui des municipales, perdu face au printemps marseillais de Michel Rubirola. Mais au fond, qui êtes-vous, Martine Vassal ? Alors vous m'avez bien décrite parce que je suis effectivement une enfant de Marseille. Et aujourd'hui, je suis une femme à la tête de deux institutions, une femme qui est à la fois comblée et inquiète. Comblée d'abord à titre personnel parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir encore mon papa qui a 95 ans et avec qui j'échange beaucoup. Comblée parce que j'ai mes enfants, des petits-enfants, deux petits-enfants et c'est absolument merveilleux. Et aussi comblée au niveau professionnel parce que pendant ces 6 années à la tête du conseil départemental et depuis peu à la métropole, j'ai pu vraiment changer ce territoire, y faire des projets structurants sur l'éducation, sur la santé, sur les infrastructures. Donc ça, c'est les points assez positifs. Et aujourd'hui, je suis quand même inquiète. Inquiète parce qu'on est dans une situation de crise assez inédite, mais surtout exceptionnelle. Inquiète sur les conséquences de cette crise, inquiète sur les associations, comment est-ce que ça va se passer pour les associations culturelles, pour les associations sportives, inquiète aussi pour tous ces retraités qui ont une faible retraite, un faible pouvoir d'achat, donc assez partagée, mais en tout cas volontaire pour continuer à défendre mon territoire et le territoire auquel je suis très attachée. Justement, la crise sanitaire, on va en parler tout de suite, mais laissez-moi d'abord vous présenter Mickaël Lévy, qui est responsable des éditions de Marseille à la Provence. Madame Vassal, bonjour. On va commencer Mickaël. par la crise sanitaire. Hier, le Premier ministre Jean Castex a reconfiné un tiers des Français à peu près. Les Bouches-du-Rhône y échappent pour le moment. Pour l'instant. Est-ce un soulagement pour vous ? C'est une crise inédite, c'est une crise franchement qu'on n'aurait jamais imaginée. C'est une crise qui entraînera des changements profonds dans notre vie. Alors aujourd'hui, maintenant, pendant la crise, et puis aussi après, c'est une crise où les Français se retrouvent en situation compliquée au niveau sanitaire, au niveau social, au niveau économique, et je dirais même au niveau moral. Et aujourd'hui, je pense que les Français ont besoin de retrouver certains items auxquels ils sont attachés, l'effort, le mérite, le travail, la générosité, le civisme. Et les Français sont aujourd'hui, et les Provençaux aussi, sont très attachés aussi à leurs valeurs, à la valeur du territoire, à la valeur de la terre, à la valeur du patrimoine, de la culture, de l'héritage. Et aujourd'hui, je pense que il faut qu'on prenne du recul par rapport à tout ça, qu'on travaille dans l'urgence, donc c'est ce que nous faisons, ce que nous avons fait, nous avons été en avant sur ce virus, puisqu'on a pris des masques, on a pris des tests quand il n'y en avait pas. Aujourd'hui, les moyens logistiques sont là pour faire la vaccination, et il faut qu'on prépare aussi demain avec le plan de relance, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc vraiment un monde qui a changé, des personnes qui ont changé, et donc il faudra aussi qu'on s'adapte à ça. On peut se satisfaire de cet entre-deux là actuellement ? Non, pas du tout, parce que c'est extrêmement stressant. On a été privés de nos libertés l'année dernière à la même époque pendant 2 mois. On a retrouvé ces libertés au mois de mai et puis on s'est aperçu que le virus était toujours là parce qu'il a l'air beaucoup plus malin que ce qu'on pouvait penser. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura cette sortie de crise. Elle aura lieu, ça se passera, notamment lorsque la vaccination sera là de manière importante. Mais pour l'instant, tout le monde est angoissé, stressé, et on essaye de protéger au maximum. Je crois que c'est le rôle des institutions, c'est le rôle des deux institutions
que j'ai l'honneur de présider, parce qu'il faut protéger nos concitoyens et il faut les aider à passer ce cap. Vous craignez un confinement dans les prochaines semaines, comme c'est le cas en Île-de-France? Oui, on le craint parce qu'on a vu les conséquences du confinement précédent. On a vu que ça ne permettait pas d'éliminer complètement le virus. Ça avait des conséquences très dramatiques sur nos habitants, sur notre vie sociale, sur notre vie économique, sur notre vie même morale. Et donc, oui, je le crains, mais bon, après, c'est le gouvernement qui en prendra la décision. Quand on voit les urgences saturées, on se demande jusqu'où il faut aller. C'est quoi la situation ici? Vous êtes récemment entretenu avec le préfet, non? On est à 99% de l'utilisation de nos réanimations. Donc c'est là l'inquiétude. Donc on ne veut pas qu'il y ait de choix, il ne faut pas qu'il y ait de sélection, il ne faut pas qu'il y ait d'expédition de malades ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une situation de stress très forte. Le confinement est gravissime. Et derrière, partir en réanimation aussi. Vous savez, sur la première crise, entre mars et avril, sur notre territoire des Bouches-du-Rhône, je parle sur le département, des personnes ont été touchées, j'en ai été une des victimes, mais ce n'était pas en quantité aussi importante que ce que nous avons depuis le mois de septembre et depuis le mois de novembre. Moi, j'ai des tas d'amis autour de moi qui sont passés par l'hôpital, soit sous oxygène, soit même en réanimation. J'ai des amis qui ont perdu leurs parents, donc on est vraiment sur ce deuxième et troisième confinement, parce qu'il y a une espèce de continuité, extrêmement touchée, nous ici dans les Bouches-du-Rhône. Donc le gouvernement prendra la décision, j'espère qu'on va passer au travers des mailles du filet, et je suis de tout cœur avec ceux et celles qui aujourd'hui en France sont confinés. Malgré cette... Complètement, parce que nous on est quand même un peu confinés aussi, parce qu'on finira à 18h et... 19 maintenant. Maintenant, bientôt 19. Voilà, ce week-end. Malgré cette inquiétude, le mois dernier, vous avez signé avec Renaud Muselier un projet de Covid-free pour les restaurateurs avec l'IHU. C'est un projet un protocole que vous deviez soumettre au préfet. Où on en est de ce Covid-free? L'idée, c'est de vivre avec ce virus. Donc à un moment, il faut que les choses puissent reprendre le cours de la vie. Nous avons des cantines qui sont ouvertes, nous avons des restaurations collectives qui sont ouvertes, donc avec des protocoles sanitaires qui sont très sévères. Pourquoi ne pas donner la possibilité aux restaurateurs, notamment le midi, de pouvoir accueillir des clients s'ils le souhaitent, avec un effectif plus réduit, avec, comme vous l'avez vous-même ici, avec des panneaux qui séparent les tables, avec des tests aujourd'hui salivaires qui sont beaucoup plus performants que ce qu'ils ont été précédemment, puisqu'avant on faisait le PCR avec ce petit bouillon dans le nez, où le délai était plus long, après on est passé de 48 heures à 20 minutes. Maintenant, ces tests salivaires vous permettent en 10 minutes de savoir si vous êtes ou pas positif. Donc ce sont des solutions pour pouvoir ouvrir des musées, pour pouvoir aller au cinéma, reprendre, pas une vie normale, mais quand même retrouver un peu de... Il est temps là, hein? Il est temps, mais bon, on aurait tous hâte que ce soit terminé pour le lendemain. Donc ce protocole a été soumis, puisque à la fois on ne connaît pas l'évolution de ce virus, nous on est prêts, on se tient prêts, comme nous sommes prêts dans la logistique pour la vaccination, nous sommes prêts pour ce protocole. Il a été donné au préfet, qui l'a transmis au ministre de la Santé, et nous attendons le retour. Vous n'avez pas eu de retour pour le moment? Non, pas pour l'instant. Mais vous savez, quand vous, en ce moment, on est confiné jusqu'à 18h, bientôt jusqu'à 19h, compliqué d'aller faire les courses le soir. Donc tout le monde se retrouve concentré dans les grandes surfaces le week-end, notamment le samedi. Donc par exemple, pour aller dans un musée, je ne vois pas ce qui empêcherait les gens de pouvoir naviguer dans un musée, parce que là, vous ne touchez rien, vous avez un masque. Donc c'est un état d'esprit. Alors, c'est vrai que ça augmente la circulation, mais des personnes. Mais à un moment, il faut aussi donner un peu d'oxygène à tout un chacun. Vous parliez de la vaccination, il y a des grands centres de vaccination qui ont été ouverts récemment, on parle notamment du stade Vélodrome, il y en avait un également à Coudoux que vous avez récemment inauguré. Il y a assez de vaccins pour aller même encore plus loin, plus vite? Nous attendons avec impatience les vaccins, donc nous avons, mais ça on l'a fait dès le début, on l'a fait dès le mois de janvier, avec des réunions avec le préfet, la région, le département métropole, la ville, centre, la ville de Marseille, toutes les communes sont prêtes pour accueillir de la vaccination. Donc nous avons montré, donc nous utilisons le savoir-faire des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers
pour faire cette vaccination. Nous sommes aidés par les libéraux. Un grand merci à tous les infirmiers, kinés, médecins qui viennent spontanément nous aider dans les centres de vaccination. Donc à Marseille, effectivement, donc le stade Vélodrome, mais également 2 autres centres, celui de Mazenot et celui de Saint-Adrien, puisque le conseil départemental vaccine habituellement, notamment les jeunes enfants. Et nous avons également ouvert celui de Coudoux. Et depuis cette semaine, nous avons lancé le bus de la vaccination qui va dans les communes de moins de 2500 habitants, parce que dans les communes de moins de 2500 habitants, il n'y a pas de pharmacie en général, il y a peu de médecins, il y a peu d'infirmiers. Donc là aussi, nous travaillons en collaboration avec les maires pour aller au plus près des personnes qui ont besoin de se faire vacciner. Vous êtes prêt à passer la vitesse supérieure là? Ah oui. On n'attend plus que les vaccins en grande quantité. Et vous savez, il y a une forte mobilisation de tout le corps médical de notre territoire qui est là. Et je vous dis, la coordination entre les pompiers et entre le monde médical libéral marche très bien, fonctionne très bien. On attend les vaccins. Sur Coudoux, nous avons vacciné il y a 15 jours plus de 1500 personnes par jour. Donc vous voyez, ce sont des quantités importantes. Ça coûte cher tout ça au département? On sait qu'on est dans le quoi qu'il en coûte, mais quelles sont les conséquences financières à peu près? Alors on a fait le bilan l'année dernière sur les 2 institutions métropole-département, ça a coûté 200 millions d'euros. Sans compter bien sûr les aides qui ont été données par l'État, parce que c'est vrai qu'on est le seul pays en Europe où nous recevons, où le monde économique reçoit autant d'aides. Nous avons été aux côtés des associations sportives, des associations culturelles, malgré le fait qu'elles ne pouvaient pas faire leurs événements, eh bien nous avons continué à les subventionner. Donc oui, ça coûte cher. C'est la raison pour laquelle, écoutez, on fera les comptes à la fin, mais pour l'instant, il faut qu'on continue à protéger non seulement nos habitants, mais aussi nos structures. Alors sur cette crise sanitaire, on vous a régulièrement entendu vous exprimer, Martine Vassal, parfois même de façon virulente avec le gouvernement, parfois aux côtés de Renaud Muselier. En revanche, on vous a moins entendu sur l'aspect politique depuis les municipales et cet épisode, on l'a dit tout à l'heure, douloureux. Est-ce que c'était une stratégie de votre part de dire je prends du recul, il y a eu un trop-plein pendant ces municipales, j'ai été réélu à la métropole, je me concentre sur mon travail. Comment vous expliquez, vous justifiez ce changement d'attitude personnelle? Franchement, je pense qu'entre septembre 2019 et juin 2020, j'ai eu mon quota de médias. Donc j'ai été sur les médias tout le temps. Donc là, je crois que j'ai pris un peu de recul et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Ça m'a permis d'analyser ce qui s'était passé précédemment et ça m'a permis de mieux redémarrer. Vous avez tiré quelques leçons de tout ça, tout cet épisode un peu vous savez ce qu'on dit, compliqué. On ne perd pas, on apprend. Et là, c'est comme une compétition sportive. On ne gagne pas. Quand on fait de la compétition sportive, on ne gagne pas à chaque fois. Des fois on perd, des fois on gagne, et on fait tout pour gagner. Oui, j'ai beaucoup appris de la campagne précédente. Je regrette cette violence très forte qu'il y a eu pendant toute cette campagne, mais j'ai beaucoup appris parce que en analysant le pourquoi du comment, je m'aperçois d'une chose, c'est que je pense que je n'ai pas assez pris le pouls des habitants. Quand je suis arrivée en 2015 à la tête du département, j'avais un objectif, c'était structurer ce territoire, c'était rouvrir les portes et les fenêtres de ce département et surtout être dans l'efficacité, dans le résultat, dans l'équité territoriale. Et je n'ai pas assez travaillé la proximité. Donc c'est la raison pour laquelle, après le mois de juillet, la rupture du mois d'août m'a fait beaucoup de bien pour pouvoir prendre tout ce recul, analyser et pouvoir mieux redémarrer. Et en plus, j'ai eu la chance d'être grand-mère pour la 2e fois au mois de septembre. Et là, franchement, ça m'a donné un boost incroyable. Ça permet de relativiser, c'est clair. Il y a des choses que vous ne referiez pas. On pense notamment aux relations tumultueuses avec Bruno Gilles. Vous n'avez jamais réussi à vous entendre. Et c'est sans doute l'une des raisons de la défaite de la droite. Ça, c'est quelque chose, si vous aviez à le refaire. Oui, effectivement, parce qu'il faut tirer toujours des leçons. Je pense que d'abord, il faut concilier travail et proximité. Il faut être à l'écoute des habitants. Ça, c'est la première des grandes leçons que je retiens de l'année du passage entre 2015 et 2020. Et ensuite, bien sûr qu'il faut être unis. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai voulu faire dès le lendemain des élections municipales, puisque nous étions ensemble sur les élections sénatoriales. J'ai gagné largement la métropole, tout d'abord,
puisque je devais faire 109 voix, j'en ai fait 145. Ensuite, nous avons eu les sénatoriales où nous avons fait un nombre de voix assez conséquent malgré la défaite sur Marseille. Nous avons été unis avec Renaud Muselier, avec Ensemble sur la droite et le centre. Et là, nous continuons à l'être. Donc aujourd'hui, oui, il faut toujours tirer des leçons de ce qui s'est passé auparavant. Vous êtes conseillère municipale d'opposition. On parlait tout à l'heure du silence, vous évoquiez votre trop-plein médiatique, entre guillemets. Mais même au cours de l'Assemblée, on vous entend très peu au conseil municipal. Vous laissez parler Madame Pila, qui est chef de file officielle, Monsieur Robin, le novice, Monsieur Morène, Lionel Royer-Perrot. En fait, qui c'est le véritable chef de l'opposition au sein du conseil municipal? C'est Madame Catherine Pila, puisqu'elle est présidente du groupe, elle anime le groupe d'opposition. Et je crois que l'important, c'est aussi de pouvoir travailler pour les futures générations qui vont venir nous succéder, parce que bon, un jour, la page politique sera tournée. Et donc, il y a plein de nouveaux talents qui ont été élus au sein de notre groupe. Et eh bien, nous les mettons en avant. Et ça vous manque pas, ça, des fois vous devez un peu bouillir intérieurement quand même au sein du conseil municipal, vous imaginez où vous auriez pu être l'an dernier. Ça vous manque pas d'intervenir davantage? Non, j'ai tourné la page. J'ai tourné la page de l'élection municipale, je l'ai vraiment tournée. La seule chose que je demande, c'est que cette institution municipale, ça ne devienne pas un centre d'audit permanent. Donc c'est la seule chose que j'espère. Et j'espère aussi que nous allons bientôt avoir une vision sur la municipalité et qu'eux aussi tourneront la page, qu'ils prendront leurs responsabilités et qu'ils comprendront qu'ils sont aujourd'hui à la manœuvre et qu'ils ne sont plus dans l'opposition. Je pense qu'il faut... Voilà, donc, vous pensez qu'ils sont toujours dans aujourd'hui une espèce de rancune vengeresse? Oui, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient à la tête de la deuxième ville de France. Mais bon, ça va venir. C'est vrai que moi, j'avais pris l'habitude de travailler avec Michel Rubirola pendant 6 mois. Vous entendiez bien d'ailleurs toutes les deux. Ah ben très bien, oui. Ce qui est normal, puisque c'est l'attitude que j'ai adoptée avec tous les maires de ce territoire, qui ne sont pas tous de ma couleur politique et avec qui je travaille parfaitement. Donc il n'y avait pas de raison de ne pas travailler correctement avec Mme Rubirola. C'est ce que j'ai commencé à prendre l'habitude à travailler avec elle pendant ces 6 premiers mois. Donc là maintenant, je suis avec M. Payan. M. Payan. Ça se passe comment avec Benoît Payan? Maire socialiste, ancien chef de l'opposition. Alors, vous connaissez bien. Ça se passe. Bon, en fait, on a un point commun avec Benoît. C'est qu'on n'a pas été élu maire de Marseille tous les deux par les Marseillais. Donc ça, c'est notre... Bon, ça c'est... Mais pour la boutade. Pour la boutade, voilà. C'est vrai. Mais en fait, la problématique, c'est que Michel Rubirola a créé un espoir au travers de son élection. Avec Benoît Payan, cet espoir est terminé. Donc maintenant, il faut travailler, il faut qu'il fasse ses preuves. Donc j'attends ça. Vous avez beaucoup investi en tant que présidente du département pour Marseille ces dernières années, ces derniers mois. Où vous en êtes? Vous continuez à investir là-dessus? Et où en sont les grands projets structurants? Comment vous travaillez avec la ville là-dessus? Alors, j'investis sur Marseille comme j'ai investi sur les 118 autres communes du département de manière importante. Donc, nous avions fait un contrat avec l'exécutif précédent de 204 millions. Sur ce contrat, nous avons payé en facture sonnante et trébuchante 104 millions. Il reste une centaine de millions. Alors, il y a 6 mois, début septembre, j'avais vu Michel Rubirola pour savoir ce qu'elle souhaitait faire des projets restants, comme d'ailleurs je l'ai fait avec les autres nouveaux maires de ce territoire. Je n'ai pas eu de réponse pour l'instant. Maintenant, j'ai vu Benoît Payan il y a quelques semaines. Je lui ai reposé la même question. Donc, nous, on continue à travailler. Moi, je vous invite à regarder les orientations budgétaires qui sont passées le mois dernier à la ville de Marseille. À l'intérieur, vous voyez que sur 2020, 80% des investissements ont été financés par le département et qu'on continue sur la même lancée pour 2021. C'est écrit en toutes lettres dans l'orientation budgétaire, le rapport d'orientation budgétaire. Donc on continue à travailler comme je travaille avec les autres communes. J'attends simplement les projets pour consolider ce qu'il reste à faire du contrat
que nous avions fait précédemment. En parlant de projet, il y a notamment le boulevard urbain sud qui pose question. Vous n'êtes pas véritablement sur la même longueur d'onde entre la ville et la métropole. Qu'est-ce qu'on doit faire, ce boulevard urbain sud? Est-ce qu'on fait un moratoire, on attend, on revient à discuter avec les habitants sur le dernier tronçon, ou est-ce qu'on y va parce qu'il faut libérer ces quartiers est? L'élection marseillaise est un peu particulière puisque c'est une élection par secteur. Donc sur ce boulevard urbain sud, que nous avions voulu suite à la L2, donc pour désengorger la totalité des quartiers sud, aujourd'hui arrive sur un mur. Au Cabot, vous arrivez sur un rond-point, il y a un mur en face, donc ça, c'est pas possible. Là, vous êtes dans le 9e et 10e arrondissement. Lionel Royer-Perrot. Lionel Royer-Perrot, qui lui a été élu, largement réélu, sur la volonté de continuer le boulevard urbain sud. Et quand vous regardez les résultats des bureaux de vote autour du boulevard urbain sud, vous apercevez que les habitants sont pour. Donc nous avons fait une réunion de concertation avec la ville de Marseille, avec les maires de secteur, et là on s'aperçoit que M. Royer-Perrot, lui, est pour continuer la tranche jusqu'à Décathlon, ce qui correspond à son secteur, et ensuite M. Benaroche nous dit bon, j'attends. Ça, c'est un peu le maire du mot d'ordre. 6-8. Maire du 6-8 nous dit j'attends. Je ne suis pas d'accord. Il a effectivement gagné le 6e et 8e arrondissement. Donc moi, aujourd'hui, ce que je dis à la ville de Marseille, c'est continuons jusqu'à Décathlon, puis après, on verra, on rediscutera. Mais nous ne pouvons pas arrêter les choses en plein milieu comme cela. Il y a besoin de désengorger ces endroits-là, et il faut continuer cet espace, au moins jusqu'à Décathlon, et puis après, on discute. Et si vous reprenez mon programme, dans mon programme municipal, il y avait à partir de Décathlon une voie verte. Donc vous voyez, on n'est pas très loin. Le Jarret, une autre voie de circulation très importante. Vous évoquiez il y a quelques mois dans nos colonnes, justement, quelques modifications parce qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui ne comprennent pas le sens, qui ne comprennent pas comment on passe de 3 voies à une voie avec des chicanes dangereuses, des pneus crevés. Où on en est de cette revoyure en quelque sorte? Je vous rappelle que le Jarret a été fait parce que la L2 et le boulevard urbain sud se sont ouverts. Et donc, nous avons décidé que le Jarret ne serait plus le Castellet. Donc, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Il y avait rarement le Castellet parce que c'était tellement embouteillé qu'on n'allait pas à 300. Le soir, il y avait beaucoup le Castellet, ça allait quand même très vite et c'était extrêmement dangereux. Aujourd'hui, c'est moins embouteillé dans la journée parce qu'il y a le boulevard de contournement. Et donc, pour que ce ne soit pas le Castellet le soir, eh bien, on a continué à faire des aménagements pour permettre de casser un peu cette vitesse. Donc là, le Jarret est pratiquement terminé, comme d'ailleurs le Crogliotto qui a été terminé. Et il respecte l'environnement, il respecte les pistes cyclables. Bon, après, maintenant, il faut aussi faire respecter les différents passages, les différentes circulations, les différentes places de stationnement. Donc ça, c'est le rôle de la ville, mais je suis sûr que la police municipale va le faire grâce à la vidéoprotection. Donc le Jarret, il n'y aura pas d'aménagement par rapport aux petites chicanes, etc., qui peuvent s'avérer dangereuses? Non, il n'y aura pas d'aménagement parce qu'elles ne sont pas dangereuses. Si vous n'allez pas vite, elles ne sont pas dangereuses. Si vous allez très vite, effectivement, ça peut être dangereux. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de réduire la vitesse à cet endroit-là et de permettre une meilleure circulation des piétons, des vélos, des bus et des voitures. Alors les transports, c'est une préoccupation qui est aussi au centre de la métropole, évidemment. Et des discussions que vous avez pu avoir récemment avec Emmanuel Macron et le Premier ministre lorsque vous êtes allé à Paris. On parle d'un plan de relance, d'un contrat État-métropole à hauteur de 3,7 milliards, si je ne m'abuse. Ce sont que des promesses encore, il n'y a rien de signé? Ou est-ce que cette fois, vous y croyez, l'État va-t-il enfin abonder sur les transports de cette métropole? Comme je le disais en propos introductif, on est dans une situation très particulière, une situation qu'on aurait assez inédite, qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Moi, je ressens le fait, on a l'impression d'être au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Pour moi, c'est ça. L'idée, c'est ça, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il faut qu'on reconstruise les choses. L'État nous propose, au travers du plan de relance, fonds européens, fonds gouvernementaux, de nous aider. Eh bien,
Oui, c'est là où il faut saisir l'opportunité, c'est là où, avec les territoires, nous avons travaillé sur les projets qui étaient les projets structurants du territoire pour pouvoir recevoir de l'argent de l'État. Ça permettrait de rattraper un peu le retard précédent et surtout, ça servirait de bras de levier pour accélérer. Et le thème essentiel, là où on a le plus de retard sur notre territoire, c'est bien les transports en commun, c'est bien la mobilité. Mais vos dossiers sont prêts à la métropole. Jean-Pierre Sérus, on se souvient qu'il avait préparé des dossiers incroyables. L'argent n'est jamais arrivé. Est-ce que là, cette fois, ça y est? Nous espérons qu'il va en arriver. Donc, nous avons déposé l'ensemble de ces projets fin janvier, comme nous l'a demandé le gouvernement. Aujourd'hui, ils sont à l'étude. Écoutez, nous espérons vraiment que le gouvernement accélérera sur ces projets-là, qui sont fondamentaux pour notre attractivité aussi. Vous restez prudente? Je suis toujours d'un caractère prudent. Moi, je préfère... vous savez, c'est peut-être un de mes défauts. Hein. Je préfère travailler, avoir des résultats et après communiquer. Parmi vos compétences, il y a également les grands projets et également les grands équipements métropolitains. Benoît Payan récemment disait « Je veux vendre le stade Vélodrome ». Je sais que vous y êtes formellement opposé. Il ne verrait peut-être pas d'un mauvais œil qu'il devienne compétence métropolitaine. Vous y êtes également pas forcément favorable. Qu'est-ce qu'on fait entre la vente du stade Vélodrome à un privé, même si c'est l'Olympique de Marseille, et la compétence, ça revient à la métropole, comme d'autres grands équipements qui profitent à l'ensemble de la population métropolitaine. Qu'est-ce qu'on fait du stade Vélodrome pour vous? Alors, d'abord, il y a le principe de base. Donc, vendre à un privé, je vous l'ai déjà dit, j'étais contre pour une raison essentielle qui est le prix des places. Parce que quand on voit le prix des places des autres stades en France, on s'aperçoit que ça flambe énormément lorsque c'est un privé qui en a la gestion. Ensuite, vendre à la métropole, moi je veux bien, mais il y a des équilibres financiers. Je pense que ça va coûter beaucoup plus cher à la ville. Je pense que là, ils n'ont pas évalué encore le montant qu'ils devraient donner en compensation à la métropole pour récupérer l'équipement. Je crois qu'il faut être un peu plus raisonnable. Et surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas faire de la communication à outrance, ne pas faire des effets d'annonce. Je crois qu'il faut vraiment travailler, il faut avoir des résultats. Et puis après, comme je vous le disais tout à l'heure, on communiquera. Sujet beaucoup plus clivant et beaucoup plus inquiétant, les mineurs non accompagnés. Il y a beaucoup de discussions là-dessus, de friction entre la ville et le département, parce que vous avez obligation, le département, d'héberger les mineurs non accompagnés. Chacun semble se renvoyer la balle en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on fait à travers des communiqués de presse qu'on reçoit régulièrement, mais qu'est-ce qu'on fait pour les mineurs non accompagnés? Vous savez, la France est une terre d'accueil. À titre personnel, j'en suis un exemple, puisque mes grands-parents ont été accueillis ici avec leur famille en 1915, suite à un génocide. J'ai assumé mes responsabilités depuis 2015 à la tête du département, où nous avons eu une augmentation sans cesse du nombre de mineurs non accompagnés qui arrivaient sur notre territoire. Nous avons accueilli, puisque nous avons accueilli l'année dernière 4300 jeunes migrants, le conseil départemental. Mais la France, ce n'est pas une terre d'abus. Il y a des associations, lorsque le jeune migrant arrive sur le territoire français, leur conseille de se déclarer mineur pour qu'il soit pris en charge de A à Z. Ce n'est pas acceptable. Est-ce que vous savez, sur les 4300 jeunes migrants que nous avons évalués l'année dernière, combien nous avions de majeurs et de mineurs? Il y avait 45% de majeurs à l'intérieur de ces 4300. Donc je crois que ce qui ne va pas, et c'est là où je m'offusque, et c'est là où je m'indigne, c'est que j'assume mes responsabilités, mais le département... mais derrière, les associations créent de l'espoir pour ces jeunes. Ces jeunes qui arrivent et qui sont en vérité déclarés majeurs se retrouvent après dans la rue, sont en proie aux différents réseaux de proxénétisme, de drogue, de ce que vous voulez. Et en plus, maintenant, j'étais la première à le décrier de manière très forte. Maintenant, depuis quelque temps, depuis cet événement, il y a des tas de rapports qui sortent
dernière fois, je crois que c'est 651 pages qui sont sorties pour expliquer qu'il y avait des ONG qui allaient chercher des migrants pour les amener ici et pour leur dire et faciliter les passeurs. Ce n'est pas acceptable. Il ne faut pas créer ce faux espoir. Il faut faire de l'accueil digne de ce nom. C'est ce que nous faisons au département et c'est ce que nous avons cessé de faire, moi, à titre de présidente du département depuis 2015. Mais derrière, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer sur le terrain. Parler d'un deuxième Lampedusa, pardon. Vous avez évoqué Marseille comme un deuxième Lampedusa. C'est fort quand même comme c'est comparaison. Fort parce que quand la ville de Marseille, les élus de la ville de Marseille vous disent qu'ils veulent faire de Marseille le plus grand port d'accueil des migrants, alors d'un côté on vous dit je veux faire le plus grand port d'accueil des migrants, mais quand ils arrivent on vous dit c'est pas moi qui m'en occupe. Donc là je crois qu'il y a un peu une dissonance. Depuis 2015, vous ne m'avez pas beaucoup entendu sur le sujet, parce qu'on gère, parce qu'on ne veut pas attiser les choses, parce qu'en attisant et d'abord en utilisant la misère humaine, moi ça m'arrache le cœur. Vous savez, moi je suis maman, avant tout je suis maman, je suis grand-mère, et comme je vous le disais, je suis petite fille d'immigrés aussi. Donc des leçons d'humanisme, j'en ai pas à recevoir, et ce type de leçons, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il y a ça. Un seul objectif, c'est de faire monter le Front National. Et pour moi, ça, c'est pas acceptable non plus. Vous disiez que vous gériez au département, que vous hébergiez. Pourtant, le département est régulièrement condamné par des décisions de justice à héberger des mineurs. Pourquoi attendre les décisions de justice pour les héberger? On prend le dernier exemple. Il y en avait 38, vous avez dû en héberger 7 au final. Ce n'est pas tout à fait les chiffres, donc si vous permettez, il y en avait 44, donc les associations ont exceptionnellement accepté que nos services sociaux viennent sur place tout de suite, parce qu'en général ils nous claquent la porte et ils nous disent prenez tout le monde ou vous prenez personne, donc c'est pas bon. Donc là, lorsque nous sommes arrivés, effectivement il y en avait 7 qui avaient une ordonnance de justice. Si ces personnes étaient venues au département, elles auraient été placées avec l'ordonnance de justice. Donc ça, on les a mis à l'abri tout de suite. Et les autres, quand ils ont fait le référencement, ils se sont aperçus qu'ils avaient à l'intérieur des majeurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Et donc sur les 36 restants, 23 on nous a demandé de les évaluer, on ne sait pas encore s'ils sont majeurs ou pas, et 13 autres étaient déclarés déjà majeurs. Parce qu'il y a des fichiers maintenant, il y a des fichiers centraux, où alors on arrive maintenant à voir si ces jeunes arrivent par d'autres filières, d'autres départements. C'est la raison pour laquelle le rôle du département, il n'est pas de prendre tout le monde sans rien regarder. Mais nous assumons nos responsabilités, j'assume mes responsabilités et je le fais. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on utilise la misère humaine et que ces associations se permettent de créer de l'espoir chez ces jeunes. Ce n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, en plus en France, ça pose un autre problème. Ça pose un problème de quantité, de volume. Lorsque nous avons, dans la crise que nous traversons actuellement, quand nous avons des personnes qui sont des retraités, qui gagnent 900 € par mois, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, qu'on a des infirmières qui sont payées 1 500, 1 800 €, qui sont là pour sauver nos vies, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on s'occupe des nôtres avant de pouvoir s'occuper d'autres personnes. Donc je pense que là-dessus, le problème de l'immigration, c'est un problème national et pas un problème local. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que utiliser la misère humaine, ça, c'est pas pour moi. Il y a un autre problème local qui prête à beaucoup de polémiques avec la municipalité, c'est celui du logement insalubre. Aujourd'hui, pareil, on a encore des gens, il y a eu beaucoup de tables rondes, beaucoup de discours, beaucoup de visites ministérielles. Et puis, il y a toujours des gens qui vivent dans des logements insalubres. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour eux maintenant, concrètement là? Demander à la mairie. C'est uniquement la mairie? C'est pas la métropole ou au département aussi d'aider un petit peu? Non, pas trop. Donc, il y a l'État qui a été présent dès le lendemain de la crise, la métropole qui a la responsabilité de la stratégie du logement qui a été mise en place. Je vous rappelle tout ce qu'on a fait au niveau du périmètre. Là, on vient de créer la société qui va réaménager. Nous avons des bailleurs sociaux, dont 13 Habitat, qui dépend du conseil départemental, qui attend toujours les permis de démolition de la mairie. La mairie, lorsque la dernière fois, la ministre est venue, Mme Vargon, eh bien, j'ai proposé, alors c'était la maire de Marseille,
qu'elle soit à la tête qui va permettre de travailler sur la concertation au niveau de ses habitants, ce qui est logique. Le maire doit dire comment il veut son centre-ville. Mais on attend toujours. Mais est-ce que les habitants, ils ont besoin de se retrouver au milieu de cette guerre politique pour un sujet aussi complexe, aussi compliqué? Ça, c'est la décision de la mairie. Il faut quand même imaginer que le maire d'une commune doit pouvoir dire ce qu'il souhaite faire, quel type d'habitation il veut au milieu de son centre-ville. Donc la mairie de Marseille, au travers de Mme Rubirola, a accepté de faire la concertation. Pour l'instant, nous attendons les résultats de la concertation. Je ne vois rien venir. Effectivement, vous avez raison. Il reste encore des gens qui sont délogés. Ce n'est pas acceptable. Mais je vous engage à faire la prochaine grande interview avec M. Payan et lui poser la question. Ça l'a fait il y a pas longtemps. Et il parlait de faire la guerre aux marchands de sommeil. Très bien. Très bonne idée. Vous aurez l'occasion d'en reparler à l'occasion peut-être de la campagne qui va s'ouvrir dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, celle des élections départementales de juin. Est-ce que vous serez candidate à votre succession? Pourquoi vous croyez qu'il va y avoir des élections? Vous savez déjà s'il y a des élections ou pas? C'est ce que dit le gouvernement, en tout cas, c'est ce qu'a validé le Parlement. Pas tout à fait ce que dit le gouvernement. Conseil d'État. Le gouvernement dit qu'il y aura une clause de revoyure au 1er avril. Oui, donc, mais bon. Attendons déjà le 1er avril. Franchement, je ne vois pas comment on peut ouvrir des bureaux de vote tant qu'on n'a pas ouvert des restaurants d'abord. Hein. Donc, attendons le 1er avril pour savoir ce que ça va donner. Aujourd'hui, je suis quand même un peu inquiète sur la situation globale sanitaire, où on voit que des départements et des régions entières sont confinés. C'est quand même un peu compliqué de pouvoir faire une campagne électorale dans ce cadre-là, et je ne pense pas que ce soit la priorité. Puis, d'autre part, il faut quand même reconnaître que les institutions, aussi bien régionales que départementales, aujourd'hui fonctionnent. On n'est pas à un an près. Donc vous êtes favorable plutôt à ce qu'on voit ça plus tard, peut-être après la présidentielle? Moi, je suis favorable que d'abord on règle la crise sanitaire. Je suis favorable à ce qu'on fasse le maximum pour protéger nos habitants, pour sortir de ce cauchemar. Puis après, on verra pour les élections. Alors, je comprends que les journalistes soient toujours intéressés par la chose politique. Et que les gens aussi, on aimerait savoir. L'exercice démocratique est intéressant quand même. Je suis moins sûre que vous que la population soit intéressée par les élections. On a vu le pourcentage d'abstention la dernière fois. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les habitants, ils sont intéressés par la sécurité, leur sécurité, qu'elle soit sanitaire, physique, économique, sociale, avant de pouvoir penser aux élections. Et vous savez, moi, en ce moment, je suis au travail, je ne pense vraiment pas aux élections. Je pense qu'il y a une seule chose, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce cauchemar. Alors, je vais vous provoquer un petit peu. On ne fait plus d'élections. Et puis comme ça, vous restez au pouvoir tranquillement, un peu comme Bruno Muselier à la région, dit pareil, dit moi, tant que c'est pas ce que j'ai dit, Monsieur Tonneau. Non, ce que j'ai dit, c'est qu'on n'était pas à un an près, on n'est pas à quelques mois près. Voilà, d'abord sortons de ce cauchemar par pitié. Donc c'est une situation qui est vraiment compliquée. Il y a des tas de gens qui souffrent. Il y a des tas de gens, il y a des personnes du bel âge, des personnes âgées qui, elles, ne peuvent pas voir leurs enfants, leurs petits-enfants parce qu'elles ne sont pas encore vaccinées. Elles sont isolées, on a un système de glissement qui s'opère. Là, dans les EHPAD, ça va mieux, mais bon, on fait quand même attention quand on va voir les personnes qui y sont. Donc, moi, quand je sais qu'il y a des restaurateurs, il y a des restaurateurs qui dorment dans leur restaurant, il y a des professeurs de gymnastique qui dorment dans les salles de sport. Mais non, mais ça, d'abord, essayons de résoudre d'abord tous ces problèmes-là, sortons d'abord de tout cela, et après on parlera démocratie, campagne électorale et tout ce qui va avec. Et que ce soit en juin, en septembre ou l'année prochaine, vous avez bien une idée, est-ce que vous serez candidate? Pour l'instant, je travaille, et je vous le dirai le temps. Vous soutenez la candidature de Renaud Muselier, on l'a vu à la Fédération départementale des Républicains. Oui, ça c'est pas pareil, ce sont les élections internes du parti qui ont été voulues par nos instances nationales. Voilà, donc bon, Renaud Muselier est candidat à la présidence, vous êtes secrétaire général, si je ne m'abuse. Oui, ça s'appelle secrétaire départemental, voilà, c'est oublié un peu les bisbilles avec Renaud Muselier, mais de la municipale, ouais, ça y est. On est ensemble maintenant, on est sur la même trajectoire. Il y a longtemps que je les ai oubliés, puisque je les ai oubliés depuis l'année dernière, depuis le mois d'août de l'année dernière. On était ensemble sur la même liste des sénatoriales. On a fait un record de voix sur les sénatoriales. Alors le système d'élection n'est pas très juste parce qu'on ne fait que 3 sénateurs, alors qu'on fait 300 voix du printemps marseillais, la gauche marseillaise, là, qui fait aussi 3 sénateurs. Donc bon, mais sinon, on est très content de notre résultat. Donc on a poussé cette liste. Donc il n'y a pas de bisbille entre les uns et les autres.
On va évoquer peut-être un autre chapitre qui est l'actualité judiciaire. On sait que le procès Guérini a commencé cette semaine. Est-ce que vous avez constaté, en arrivant à la tête de l'institution départementale ou dans les années qui ont suivi, la prégnance de ce qu'on appelait un système clientéliste? Est-ce que vous avez observé des signes de cela et avez-vous changé certaines choses, certaines pratiques? Alors, quand je suis arrivée à la tête du département, vous savez, en général, une présidente, un nouvel exécutif, il met son empreinte. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille à la ville de Marseille, c'est de commencer les réformes tout de suite. Parce que si vous ne commencez pas les réformes immédiatement, après, derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, arrivant à la tête du département, moi, ce que j'ai souhaité, c'est la transparence, donc que nous avons une déontologue, que nous avons eu une commission qui a été managée par un magistrat, M. Léger, qui nous a donné des préconisations que nous avons suivies sur la commande publique. Nous avons un médiateur, donc oui, effectivement, nous appliquons des règles. Nous avons des règles très strictes sur les applications de subventions aux associations, diverses et variées, sur les attributions dans les territoires aux collectivités des subventions départementales pour faire les infrastructures. Donc oui, j'ai mis ma patte. J'ai mis ma patte pour, toujours pareil, pour de l'efficacité du résultat et puis surtout être dans le travail d'infrastructure complète du conseil départemental et bien mettre le département au poste qui est le sien, ouvrir les portes et les fenêtres et surtout être utile pour nos habitants du plus petit au plus âgé. Et vous aviez ressenti, vous aviez ressenti une sorte de chape de plomb ou d'omerta là-dessus pour arriver à faire ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous ressentiez ça? Je dis que le monde a changé là de manière très forte, mais le monde avait changé déjà précédemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça il faut que les politiques en soient conscients, nous avons des dispositifs qui sont à notre disposition, c'est le cas. Donc oui, nous avons mis en place ces structures qui existent maintenant, qui n'existaient pas auparavant. Je pense qu'aujourd'hui, on voit cette politique qui change. On voit la façon de travailler, la façon de percevoir les choses est différente. Donc moi, je me suis adaptée aujourd'hui pour pouvoir avoir une institution qui soit en parfait ordre de marche et qui aussi répondent à toutes les dispositions des nouvelles lois qui sont sorties. Donc je me suis mise en conformité. L'actualité judiciaire, c'est aussi Jean-Claude Gaudin. Comment vous avez réagi quand vous l'avez vu, vous avez su qu'il était en garde à vue, ancien maire de Marseille? J'ai un principe, c'est que je ne commente jamais les affaires de justice, quand elles concernent des personnages politiques de droite ou de gauche. Sur Jean-Claude Gaudin, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été choquée quand même par la violence de la procédure. Le parquet national financier n'y va pas de main morte sur la gestion de la municipalité, notamment de ses personnels. Vous avez été, on l'a rappelé tout à l'heure, pendant plusieurs années adjointe de Jean-Claude Gaudin. Ce que le parquet appelle un système, vous l'avez vu de l'intérieur. Les services étaient-ils à ce point délabrés pour que le parquet national financier s'y intéresse d'aussi près? Moi, j'avais en gestion les espaces publics. Et sur les espaces publics, j'ai trouvé des fonctionnaires qui étaient extrêmement investis pour la chose publique. Je crois que c'est important de le souligner. Donc après, je n'étais pas ni au RH, ni à la gestion du personnel, donc ça... Pour ça, c'est une autre chose. C'est vrai que beaucoup ont voulu m'associer à la prise de décision. Mais vous savez, et puis maintenant, je peux le voir, quand vous êtes à la tête d'une institution, c'est l'exécutif qui prend ses responsabilités et qui prend le lead et qui impulse la politique. Donc après, la seule chose, c'est que Jean-Claude Gaudin nous laissait très libres au niveau des adjoints sur la façon de mener nos différentes délégations. Et ça, c'est une chose qui m'a permis d'être dans la proximité, de mieux connaître Marseille et de pouvoir aussi avoir, toujours pareil, des résultats. Et j'en ai été très fière et j'ai beaucoup appris pendant ces 13 années. Une dernière question, les recours au cours des dernières élections municipales. Il y a eu des recours dans le 4-5, dans le 13-14, dans le 11-12. Aucun d'entre eux n'a abouti, mais dans le 11-12, il reste une procédure pénale
qui pourraient être mises en place. Est-ce que cela vous inquiète? Écoutez, aujourd'hui, comme vous le dites très justement, les recours n'ont pas abouti. Hein. Donc les élus ont été confirmés dans leur place. Je suis ravie parce que franchement, le 13-14, c'est une grosse victoire. Hein. Avoir mis dehors le Front National, je le ressens parce que là, Ravier, tout ce qu'il fait, Stéphane Ravier, c'est de m'attaquer sur les réseaux sociaux systématiquement. Donc je comprends bien que ça le contrarie énormément. Mais moi, je suis ravie d'avoir obtenu ce résultat. Après, sur le 11-12, ils ont été confirmés. Et après, comme je vous le dis, il y a une enquête en cours. Je ne commente pas les affaires de justice. Eh bien, écoutez, laissons faire la justice. Très bien. Il nous reste à vous remercier, Merci à vous. Vassal, d'être venu sur le plateau de la Provence. Et vous remercier tous également de nous avoir suivis. À très bientôt.